Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du stress. On va se demander quels sont les impacts du stress au niveau hormonal et aussi au niveau organique, quelles sont les différentes pathologies que le stress peut causer. On va se demander aussi quelles sont les différentes causes de stress, qu'est-ce qui va causer du stress à l'organisme. Et puis enfin on va se demander qu'est-ce qui va permettre de lutter contre ce stress, parce que c'est vrai qu'à petite dose, le stress, c'est quelque chose qui est naturel. En fait, c'est quelque chose aussi qui peut même nous stimuler pour faire face à une situation qui demande un peu de challenge. Mais c'est vrai qu'à long terme, si ça devient vraiment chronique, là, ça peut créer vraiment des pathologies qui peuvent être lourdes. Donc c'est vrai que c'est important quand même de pouvoir réussir à réguler ce stress et à pas trop subir ses effets. En fait, le stress, si on donne une définition globale, en fait, ça va être un ensemble de réactions physiques et psychiques que l'organisme va mettre en place lorsqu'il est confronté à une situation qu'il va trouver dangereuse. Si on parle d'un point de vue hormonal, parce que c'est vrai que le stress, c'est surtout une sécrétion d'hormones, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une sécrétion importante d'hormones qu'on dit surrénaliennes. Donc vous allez avoir la cortisol et la l'aldostérone. Et vous allez avoir une sécrétion aussi d'hormones dites hypothalamiques. Donc là, ça va être les catécholamines, donc plus précisément la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc vous allez avoir une sursécrétion de ces hormones et en plus de ça, si votre stress est vraiment chronique, vous allez avoir des phases où il va y avoir une sous-production de ces hormones. Il ne va pas y avoir assez de production de ces hormones. Donc en fait, il va vraiment y avoir un dérèglement des mécanismes de régulation de ces hormones. Donc si on détaille plus précisément, vous avez trois phases en fait de résistance face au stress. La première phase, on va l'appeler phase d'alarme. Donc là, vous allez avoir sécrétion de catécholamines, donc adrénaline, noradrénaline et dopamine. Donc à quoi elles vont servir ces hormones? Elles vont servir à augmenter la fréquence cardiaque. Elles vont servir aussi à diminuer tout ce qui va être lié aux fonctions digestives. Donc ça va permettre au corps de se préparer soit pour la lutte, soit pour la chasse. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment une mémoire qu'a gardé notre corps des temps préhistoriques où quand on avait une situation de stress, généralement c'était quand il y a une bête sauvage qui arrivait. Et là, on avait deux solutions, soit on se battait contre la bête, soit on fuyait. Donc on a gardé ça en nous et quand il y a une situation de stress, on réagit exactement de la même façon. Bon, sauf que maintenant, c'est pas des bêtes sauvages, c'est d'autres situations. Et vraiment mieux oxygéner le cœur et mieux oxygéner le cerveau pour lutter ou pour fuir. Ensuite, vous allez avoir une deuxième phase qui se met en place si vous stressez un peu plus dans la durée. Donc là, vous allez avoir sécrétion de cortisol. Donc cette sécrétion de cortisol peut apparaître quelques minutes après la sécrétion d'adrénaline ou de dopamine. Mais on différencie quand même les deux phases, puisque là, il y a vraiment sécrétion d'un nouveau type d'hormones. Et donc, à quoi elle va servir cette cortisol? En fait, elle va aider le corps à se défendre ou à prendre la fuite en apportant du sucre dans des zones qui sont vraiment prioritaires, donc c'est-à-dire le cerveau, pour l'aider à bien se concentrer, et les cellules des muscles, notamment des jambes, pour aider à lutter ou fuir là encore. Ensuite, vous allez avoir une dernière phase. Donc ça, cette phase, on appelle la phase d'épuisement. Donc là, c'est vraiment si vous avez un stress qui est chronique, qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et donc là, il risque d'y avoir cette troisième phase qui est une phase d'épuisement. Et donc là, vous n'allez pas assez sécréter de cortisol, pas assez sécréter de dopamine non plus. Et donc, vous allez vous épuiser. Vous allez avoir des symptômes d'épuisement, vous allez vous sentir très fatigué, vous allez avoir des insomnies, de la dépression, etc. Donc, en fait, c'est typiquement le burn-out, notamment professionnel, qu'on connaît de plus en plus de nos jours. Donc, quand on est dans un état de burn-out, on est rentré dans cette troisième phase. Et il faut savoir qu'aussi, à long terme ou très long terme, le stress qui est chronique et dangereux, ça va entraîner des pathologies. Donc vous allez avoir par exemple du diabète, de l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des dépressions, etc. Donc plein de pathologies qui sont possibles. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les phases du stress, on va parler plus précisément maintenant de la cortisol. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est l'hormone du stress. Donc pourquoi on dit que c'est l'hormone du stress? Parce que c'est elle qui va vraiment jouer un rôle principal lorsqu'on est face à de fortes tensions. Contrairement aux catécholamines qui, elles, jouent un rôle, mais comme on a vu seulement au niveau de la première phase et qui est plus limité. Donc
Voilà, à partir de maintenant, on va parler plutôt de la cortisol. D'où vient cette cortisol et comment elle va être fabriquée. Donc cette cortisol, elle vient en fait du cholestérol. Donc le cholestérol, il est fabriqué soit à partir du foie, soit on va le retrouver dans l'alimentation. Ensuite, on va se demander quelles sont les étapes qui vont entraîner la fabrication de cortisol. Donc il faut savoir qu'il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure où la sécrétion de cortisol est vraiment naturelle. Donc en fait, à partir de 6h du matin et une demi-heure plus tard à 6h30, vous allez avoir une sécrétion naturelle de cortisol. Ça permet vraiment à votre organisme de se réveiller à 6h du matin. Bon, c'est un peu tôt, mais bon, encore que pour ceux qui travaillent, c'est peut-être intéressant. Cette sécrétion de cortisol va permettre de vous lever. Donc par contre, en parallèle, en plein milieu de la nuit, vous n'allez avoir pas du tout de sécrétion de cortisol pour vraiment pouvoir vous reposer au maximum. Donc vous avez ce premier cas de figure où il y a une sécrétion naturelle de cortisol et vous avez un second cas de figure où c'est un stress, une situation stressante qui va entraîner la sécrétion de cortisol. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc votre corps va reconnaître une situation de stress et ça va activer l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est une glande qu'on va retrouver au niveau du cerveau et qui va jouer un rôle très important dans tout ce qui va être sécrétion d'hormones. Donc l'hypothalamus va à son tour activer l'hypophyse qui va elle-même activer les glandes surrénales. Donc les glandes surrénales, ce sont deux petites glandes qu'on va retrouver au-dessus des reins qui ont une taille de grain de riz. Et c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir transformation du cholestérol en cortisol. Donc c'est plus précisément au niveau du cortex surrénalien que vous allez avoir cette transformation, donc fabrication de cortisol. Le cortisol va ensuite sortir de ce cortex surrénalien, va entrer dans la circulation sanguine, puis va entrer dans les cellules par diffusion membranaire. Voilà, donc on a vu les deux cas de figure, mais dans tous les cas, en fait, l'activation de l'hypophyse et toutes les étapes pour arriver à la sécrétion de cortisol sont les mêmes, que ce soit de façon naturelle ou générée par un stress. Donc maintenant, on va se demander qu'est-ce qui peut déclencher ce fameux dérèglement du cortisol. Donc comme on l'a vu, c'est tout ce qui va générer du stress. Mais en fait, il n'y a pas seulement le stress émotionnel. Généralement, on pense au stress, c'est-à-dire quand on a des angoisses, quand on a des doutes sur quelque chose, on dit qu'on stresse. Donc c'est vrai que c'est vraiment du stress pour l'organisme. Mais il y a d'autres situations qui vont entraîner du stress pour l'organisme. Donc par exemple, si vous avez une vie trop sédentaire, vous ne bougez pas assez, il va y avoir sécrétion de cortisol, donc du stress. Si vous fumez trop, si vous buvez trop, ça va déclencher de l'hypertension et en même temps trop de sécrétion de cortisol. Si vous n'êtes pas assez au soleil, ça va créer du stress. Si vous êtes obèse, si vous avez tendance simplement à l'embonpoint, ou si vous faites de l'hypothyroïdie, ça va créer du stress pour l'organisme. Si vous prenez des médicaments, et plus particulièrement les corticoïdes, qui ont la même structure moléculaire que le cortisol, là encore, ça va déclencher du stress. Si vous êtes dans un environnement qui est toxique, qui est trop pollué, là encore, vous allez déclencher du stress. Si vous avez des insomnies, ça va encore dérégler un peu votre organisme, ça va créer une augmentation de sécrétion de cortisol, et là encore du stress. Voilà, donc tous ces facteurs entraînent du stress, la fabrication de cortisol. Donc maintenant, on va se demander qu'est-ce qui fait que cette sécrétion de cortisol va finalement entraîner des symptômes, voire même sur le long terme, des pathologies qui sont assez lourdes. Donc le cortisol, il a un effet hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'il va obliger en quelque sorte le glucose à rester dans le sang, à passer des cellules dans le sang, pour libérer de l'énergie aux cellules qui en ont besoin. Donc ça va être plus particulièrement, comme on l'a vu, les cellules du cerveau et les cellules musculaires des jambes pour la fuite ou pour la lutte. Il va aussi tout mettre en place pour que le foie puisse régénérer, puisse fabriquer à nouveau du glucose. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il y a eu sécrétion d'adrénaline pendant la première phase, la phase d'alarme, en fait, tout le glucose a été utilisé par le foie. Donc le but, c'est vraiment de régénérer toute cette sécrétion de glucose pour que le foie puisse vraiment stocker le plus possible de glucose. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir favorisation de fonte musculaire, c'est-à-dire que l'organisme va utiliser des acides aminés qui sont présents dans les muscles pour les donner en quelque sorte, pour les apporter au foie. Ensuite, vous allez avoir aussi tout ce qui est lipolyse, c'est-à-dire qu'il va y avoir dégradation des lipides qui vient de vos tissus adipeux
Et ces lipides dégradés vont être utilisés là encore par le foie pour permettre à ce foie de les utiliser pour fabriquer du glucose. Donc en fait, il faut savoir que cette lipolyse, elle va activer des hormones qui vont signaler à l'organisme que les réserves ont été utilisées et donc il faut manger. Donc c'est pour ça que ça va vraiment stimuler l'appétit de se dresser. Et donc il y a cet effet dû à la lipolyse, mais il y a aussi tout simplement l'effet hyperglycémiant qui donne envie de manger encore plus. C'est quand vous mangez du sucre, plus vous en mangez, plus vous avez envie d'en manger. Cet effet hyperglycémiant qui stimule l'appétit. Donc ça va aussi augmenter ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc qu'est-ce que c'est l'insulinorésistance? En fait, votre pancréas, quand vous mangez du sucre et qu'il va dans la circulation sanguine, ce pancréas va sécréter ce qu'on appelle l'insuline. Donc c'est une hormone qui va permettre de faire passer le sucre du sang aux cellules pour que ce sucre soit stocké et qu'il ne reste pas dans la circulation sanguine. Par contre, s'il y a vraiment trop de sucre qu'il y a en permanence dans la circulation sanguine, le pancréas il va finir par s'épuiser et par sécréter de moins en moins d'insuline. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un mécanisme d'insulinorésistance et donc c'est le diabète. Donc c'est pour ça que donc, le stress à long terme peut entraîner du diabète. Il va aussi diminuer tout ce qui est absorption intestinale de calcium. Donc le calcium, au lieu d'être absorbé au niveau des intestins, il va être éliminé par les reins. Donc ça va créer en fait à long terme un risque d'ostéoporose, puisqu'il est nécessaire les os ont besoin de calcium pour se régénérer. Et là, s'il y a moins de calcium, forcément, ça crée des risques d'ostéoporose. Il va y avoir aussi l'activité du système immunitaire qui va être diminuée. Donc vous allez avoir tout ce qui est les lymphocytes circulants qui vont être en diminution. Donc ça va créer à long terme aussi des risques de moins résister face à certains virus, à certaines bactéries, donc le risque de tomber plus malade. Ça va aussi dérégler un petit peu votre hypophyse. Et comme l'hypophyse va contrôler tout ce qui va être fertilité et tout ce qui va être thyroïdie, vous pouvez avoir des risques à long terme de stérilité et des risques d'hypothyroïdie. Ça va aussi augmenter la pression artérielle, donc provoquer de l'hypertension, d'autant plus que ça va favoriser l'élimination de potassium par les reins. Donc à long terme, on peut avoir des risques carrément d'AVC ou de crise cardiaque. Et enfin, toutes ces hormones, la cortisol, la dopamine, c'est un effet vraiment excitant. Donc c'est vrai que ça empêche de dormir, ça crée des insomnies. Donc à long terme, ça peut créer tout ce qui est problèmes neurologiques, psychologiques, comme des dépressions ou de grosses anxiétés. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces symptômes qui ne sont pas forcément très réjouissants, donc on va se demander qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ce stress, ou du moins pour mieux le contrôler. Donc vous avez en fait tout ce qui est techniques de relaxation, des techniques de méditation ou des techniques par exemple tout ce qui va être cohérence cardiaque. Donc toutes ces techniques, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont permettre de s'apaiser, elles vont permettre de prendre plus de recul sur ses émotions, de mieux les gérer, plus de recul sur ses problèmes. Donc c'est vraiment des techniques qui sont très intéressantes pour diminuer le cortisol. Après au niveau complément alimentaire, vous pouvez vous supplémenter en magnésium, c'est intéressant parce que en fait, le taux de magnésium chute aussi quand vous êtes trop stressé. Pourquoi? Parce que l'adrénaline en fait, elle va provoquer de la contraction musculaire lorsqu'elle est sécrétée et cette contraction musculaire, ça va favoriser le départ en fait, de magnésium vers le plasma où il va être ensuite éliminé. Donc c'est vrai que ce supplémentaire en magnésium, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous supplémenter aussi en vitamine C parce que ça va diminuer un petit peu ce cortisol qui va être trop présent. Vous pouvez aussi, donc là c'est en cas de burn-out, donc si vous ne sécrétez pas assez de cortisol et de dopamine, vous supplémentez en vitamine B5 et en zinc. Pourquoi? Parce que ces vitamines et ces minéraux permettent de convertir la progestérone en cortisol et donc ça va permettre de favoriser cette sécrétion de cortisol. Voilà, donc ça c'est vraiment seulement en cas d'épuisement quand vous n'en sécrétez pas assez. Ensuite, au niveau alimentation, donc si vous sécrétez trop de cortisol, si vous êtes trop stressé, surtout évitez de manger trop de sucre, parce que le sucre, c'est un effet hyperglycémiant. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, parce que plus vous êtes stressé, plus vous allez avoir des fringales, plus vous allez avoir envie de manger du sucre.
Le sucre a lui-même un effet hyperglycémiant, donc ça va encore plus générer de stress et d'envie de manger de sucre. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, donc évitez de manger trop de sucre. Évitez aussi le sel, parce que comme on a vu, le cortisol ça crée de l'hypertension et ça chasse le potassium. Donc en fait dans vos cellules vous avez un équilibre sodium-potassium. Donc plus votre corps élimine de potassium, plus il va récupérer du sodium. Donc si vous mangez encore, enfin si vous mangez encore davantage de sodium, ça va encore plus chasser le potassium. Et donc ça va favoriser là encore la sécrétion de cortisol. Par contre, si vous êtes en état de burn-out, donc d'épuisement, au niveau alimentation, là vous n'êtes pas obligé d'éviter le sel pour favoriser la sécrétion de cortisol. Donc aussi ce qui est intéressant c'est de manger des protéines animales parce qu'à partir de ces protéines vous allez avoir de nombreux acides aminés qui sont utiles pour la fabrication de neurotransmetteurs, d'hormones qui sont très intéressantes pour avoir de l'énergie, pour être en forme. Donc comme on avait vu les catécholamines, vous avez aussi la sérotonine, etc. Donc ça vous permet vraiment de vous redonner un mental un peu énergique, de vous remotiver. Vous pouvez aussi manger tout ce qui est les graisses animales parce que là vous allez avoir du cholestérol comme on a vu qui est nécessaire pour la fabrication de cortisol. Voilà, donc ça c'est vraiment, là encore si vous êtes en état de burn-out, ça va être intéressant. Donc après vous avez tout ce qui est plantes, donc notamment des plantes adaptogènes qui sont très intéressantes. En fait les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui vont s'adapter, comme leur nom l'indique, en fonction de votre état de stress. Donc si vous stressez trop, vous sécrétez trop de cortisol, les plantes vont diminuer ce taux de cortisol. Par contre, si vous êtes en état d'épuisement, elles vont permettre d'augmenter ce taux de cortisol. Donc elles vont vraiment s'adapter à votre situation personnelle. Donc vous avez le ginseng, la rhodiola et l'ashwagandha qui sont des plantes très intéressantes à ce niveau-là. Vous pouvez les utiliser en phytothérapie, donc en tisane, en infusion. Vous pouvez les retrouver aussi sous forme de gélules, sous forme de comprimés en poudre. Donc en fait ce sont les racines généralement de ces plantes qui sont broyées et qui sont ensuite récupérées sous forme de poudre. Voilà, donc vous avez aussi, en plus des plantes adaptogènes, des plantes qui sont très intéressantes parce qu'elles ont des propriétés anxiolytiques, des propriétés apaisantes. Ça va être tout ce qui est valériane, aubépine et passiflore également. Voilà, donc bon, après il y a d'autres. Voilà, je n'ai pas parlé de toutes les possibilités pour gérer le stress, mais ça en fait partie. Tout ce qui est aussi rire, sourire, être avec ses amis, ça fait toujours du bien, ça déstresse, c'est important aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.